Ma bulle, c'est comme une pensée enfantine, légère et insouciante. Cette bulle, dans laquelle parfois on me croit enfermée, m'apporte tellement d'ouverture. Je ne choisis pas le moment où elle s'impose, ni celui où je la provoque, parce qu'elle m'est nécessaire. Elle me convient, me protège, me libère, me rassure et me permet de rencontrer des personnes singulières. Car dans ma bulle, je ne suis jamais seule. Dans ma bulle. Salut à toutes et à tous et bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dans ma bulle depuis le salon du livre d'Alger à la rencontre d'une dame exceptionnelle. Amina Mekahli est avec nous aujourd'hui et c'est un réel plaisir de vous avoir parce que d'abord je suis fan et puis je suis ravie que vous soyez avec nous dans l'émission. Bonjour, je suis toujours étonnée de recevoir autant de compliments et merci beaucoup Amel. Bienvenue à mes lecteurs, bienvenue à vos auditeurs et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Je l'espère aussi. Alors, le Salon du Livre, la 22e édition, on ne cessera de le répéter, un rendez-vous devenu incontournable pour vous, hein, les auteurs, les écrivains, pour les éditeurs, mais aussi pour les lecteurs. Que représente pour vous le SILA, Amina Mekahli ? Alors, cette année particulièrement, il représente beaucoup parce qu'il a été sujet à beaucoup de polémiques, etc. Et le SILA représente énormément pour moi, maintenant en tant qu'écrivaine, mais beaucoup en tant que lectrice, parce que tous les ans je venais au SILA et c'est un rendez-vous non seulement avec nos lecteurs algériens et des auteurs algériens, mais avec des auteurs de beaucoup de pays. Moi j'ai eu la chance de rencontrer des poétesses alors d'Afrique du Sud, de Tunisie, du Liban, un poète mauritanien. On a des échanges, on discute et cela en dehors du SILA, c'est très difficile d'avoir ces contacts avec d'autres cultures du monde, d'autres cultures de l'Afrique surtout. Et pour moi le SILA est magnifique en ce sens. Alors on vous sent très à l'aise hein, quand vous venez ici au Salon du Livre à chaque fois. C'est un plaisir de vous rencontrer et à chaque fois vous êtes très heureuse de rencontrer vos lecteurs, vos lectrices, parce qu'elles sont aussi nombreuses, hein, les lectrices de Amina Mekahli. On vous sent très proche d'elles, très proche d'eux. Alors à l'aise non, c'est que je cache bien mon jeu, hein, parce que j'ai des craintes et des angoisses comme tout le monde, etc. D'où peut-être mes lunettes solaires, parce que on me pose la question pour mes lunettes solaires. J'ai d'abord un petit handicap à l'œil qui fait que je ne supporte pas du tout la lumière. Et ensuite, c'est aussi une façon de cacher peut-être mes émotions, parce que je suis très émotive. Et si je dois répondre en une seule phrase à votre questionnement, j'écris depuis toujours. Hein. Je n'ai pas de souvenir d'un moment sans écriture depuis très jeune. Mais je publie pour une simple raison, pour créer ce lien que j'ai appelé le fil de l'âme dans mon premier roman, pour créer ce lien direct avec le lecteur. Le contact, moi, si la passion si la littérature est une passion pour moi, ma première passion et ma seule, c'est l'humain. D'accord. Et est-ce que, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter l'émission Dans ma bulle, mais c'est une émission qui a pour tradition de s'intéresser aux lieux. Hein, les invités viennent nous parler des lieux qui leur parlent, qui les intéressent. Est-ce que le SILA serait votre bulle à vous ou serait une de vos bulles, Amina Mekahli ? Alors, est-ce que le SILA serait une bulle ? Oui, ce serait facile de dire oui, puisque l'émission s'appelle Dans ma bulle. Mais pour moi, personnellement, le SILA, justement, est l'extérieur de la bulle. C'est-à-dire que le SILA est... vous imaginez, quand on est petite, ces petites bulles de savon comme ça, eh ben, le SILA, c'est toutes ces petites bulles qui sont mises ensemble dans une grande bulle. Et pour moi, je sors de ma bulle intérieure, d'abord, qui est l'écriture. Je viens avec un livre, je viens me dévoiler à mes lecteurs, je leur offre ma bulle ouverte. Et donc c'est une sortie de bulle pour moi, le SILA. D'accord. Donc si j'ai bien compris, l'écriture c'est
une bulle, c'est votre bulle à vous. Est-ce que ça voudrait dire que finalement la bulle, c'est un peu ces écrits que vous notez sur du papier blanc, ce ne serait pas un espace, un lieu dans lequel vous serez à l'aise? Alors l'écriture pour moi, c'est vrai que ça semblerait être un mot très très fort, mais je l'utilise parce que c'est exactement cela. L'écriture pour moi a été et sera thérapeutique. L'écriture à certaines périodes de ma vie m'a sauvé la vie. M'a sauvé la vie parce que quand on écrit, quand on est petit, on a son ami imaginaire, hein, on a l'ami imaginaire. Et la feuille blanche, c'est le meilleur ami imaginaire qui puisse exister. Et surtout quand la feuille vous répond, et la feuille vous rassure, et la feuille vous donne une sécurité intérieure, vous donne un écho. Donc voilà comment je conçois l'écriture. Et j'écris, quand j'ai commencé à écrire jusqu'à aujourd'hui, quand j'écris, je ne pense pas à ce que sera un livre. Je ne pense pas en objet livre. Je ne pense pas à cela. Quand j'écris, je pense à des humains, je pense à des gens, et je me dis, comme j'aimerais que quelqu'un lise cela, comme j'aimerais que cette phrase puisse aider quelqu'un, comme j'aimerais que quelqu'un sourie ou que quelqu'un verse une larme, et puis qu'on soit touché. Voilà, et en grandissant, en allant dans la vie, je me suis dit bon, peut-être que la seule façon d'atteindre ces gens-là, c'est peut-être de faire un livre et de commercialiser, c'est-à-dire l'idée. Vous savez, l'idée de commercialiser son écriture m'était très difficile au départ. C'est-à-dire comment quelque chose qui est très intimiste, quelque chose qui est salvatrice, comment évaluer cela commercialement? Et donc faire cette démarche, aller au-devant d'un éditeur et entre guillemets, hein, même c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est la réalité. Vendre, cela me paraissait du domaine de l'impossible. Je dis comment faire cela? Je ne suis jamais arrivée à faire ça. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'une éditrice, qui est mon éditrice actuelle, Madame Assia Baz, a lu quelques-uns de mes textes sur les réseaux sociaux et sur mon site d'écriture, et qu'elle m'a approchée en me disant mais tu vas voir, c'est facile, on va faire ça, etc. Donc à l'époque, elle était encore avec sa maison d'édition Kipos. Et je me suis dit, cette dame qui a pu aller ramener les livres de Tahar Djaout pour nous les offrir en Algérie parce qu'il n'y en avait pas, cette femme qui s'est intéressée à Tahar Djaout m'intéresse, moi. Et voilà, l'aventure de l'édition a commencé, mais jusqu'à présent, je n'ai pas du tout dans ma tête, c'est-à-dire que je suis aussi là, je ne suis pas en promotion. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je ne suis pas en promotion. Vous êtes dans le partage, en fait. Oui, je suis. Beaucoup plus dans le partage. Voilà, je suis là parce que j'ai des choses, non pas à dire, mais j'ai des choses à ressentir et à faire ressentir. Voilà. Ça c'est très bien dit, ressentir et faire ressentir. Alors vous êtes ici donc à Alger avec un tout nouveau roman, hein, Nomade brûlant, aux éditions ANEP. Est-ce qu'on pourrait j'ai vu qu'il y avait une mina qui s'est faite pour le roman, pour le nouveau livre. Est-ce que vous accueillez justement vos nouveaux romans comme des bébés, comme des nouveau-nés? Alors, je ne les accueille pas parce qu'au moment où ils sortent, moi je suis en train de souffler de ma délivrance. Donc c'est peut-être mon entourage, mes enfants, les pauvres que je salue. Hein, vos deux grands garçons. Voilà, Mus et Hadi, mon entourage proche, mon mari, mes amis, etc. Eux peut-être accueillent mon livre, mais moi... Autant pour la Girelle que pour Nomade. Nomade, ça a été plus long parce que Nomade, c'est un livre que j'écris depuis 7 ans à peu près. Et donc, c'est beaucoup de recherches, beaucoup d'entretiens, beaucoup de rencontres, etc. Et Nomade, ça a été une délivrance très, très douloureuse. Oui, très douloureuse. Que dire de Nomade brûlant, justement? C'est une sorte de traversée du désert que vous proposez à vos lecteurs? Alors, Nomade brûlant, il y a un thème, je vous le dis, c'est mon premier entretien sur Nomade, hein, Amal, hein. Donc, le thème de Nomade brûlant, c'est la peur de l'enfermement.
C'est ça le thème du livre. Parce que Nomade, ce petit garçon qui était enfant de nomade, le nomade par définition est quelqu'un qui marche, oui. qui n'a pas de... Il n'est pas sédentaire. Oui, mais c'est quelqu'un qui... Donc cette action de marcher, de marcher tout le temps, sans être arrêté, sans que rien ne l'arrête. J'ai en plus imaginé marcher dans le désert, où il n'y a aucun obstacle. Et ce petit nomade, avec sa famille, a été enfermé, hein, j'utilise le mot, hein, sinon on peut dire séquestré, on peut dire des mots très douloureux parce que c'est une période très douloureuse que j'évoque dans mon livre. Ce petit nomade a vécu dans un camp de regroupement durant la colonisation française de l'Algérie, durant la guerre d'indépendance. Donc je pars pour situer un petit peu on va dire le contexte spatio-temporel. Donc c'est un livre qui se passe dans un certain désert, hein, parce qu'il est situé, hein, ensuite avec l'histoire des camps, on peut très très bien situer où ça s'est passé, dans le désert, à une époque donnée. Voilà. Donc ça c'est pour parler du désert. Est-ce que c'est une déambulation dans le désert, etc. Oui, c'est une déambulation dans le désert, mais peut-être je vous dirais dans un autre désert. Dans un désert de l'intériorité, dans le désert des émotions, dans le désert de l'absence, de la disparition, du déracinement, de l'exil. Voilà, c'est une déambulation dans un désert très particulier. D'accord. En tout cas, on a hâte de le lire, votre tout nouveau roman. Amina Mekahli, ça vous dirait de revenir un peu en arrière? On va remonter le temps, si vous le voulez bien, pour parler de Amina toute petite. Vous l'avez dit en début d'émission tout à l'heure que vous n'avez que depuis que vous vous souvenez, l'écriture était toujours présente. Mais vous écriviez quoi toute petite? Vous avez des souvenirs? J'ai en plus de souvenirs, j'ai des milliers de cahiers. Un jour mon fils m'a dit: maman, les femmes elles mettent de l'or dans les coffres et toi tu mets tes cahiers de poésie. J'ai dit ben oui. C'est mon or. Voilà, c'est mon or à moi et c'est mes bijoux. Oui. Ah oui, non, mais moi j'ai tout conservé, j'ai tout gardé. C'était de la poésie. Alors j'ai commencé, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une maman qui était professeure de littérature, paix à son âme, et qui était entourée de livres, qui adorait lire, etc. Donc, je suis née dans un monde baigné de livres, baigné de littérature, baigné de poésie. Ses amis étaient écrivains, poètes, etc. Et elle lisait, elle nous faisait lire, elle nous emmenait dans des bibliothèques. Elle faisait dans l'Algérie, moi je suis née en 67, j'ai 50 ans, dans cette Algérie où il fallait juste chercher, trouver, il y avait toujours un livre à lire. Et donc je me suis mise à écrire, mais je ne savais pas que c'était de la poésie. Donc j'étais hyper active et j'imagine que ma mère un jour m'a mis un stylo et une feuille en me disant vas-y écris quelque chose. Et je me suis mise à écrire des petites choses et ma mère, c'était peut-être pas de la poésie, mais ma mère a eu raison de me dire ah qu'est-ce que c'est beau ce petit poème. Et je me disais ah c'est un poème, et c'est quoi un poème, et voilà. Donc petit à petit ça s'est fait comme ça. Et puis à l'âge de 9-10 ans, j'ai découvert la métaphore. D'accord. Et un jour j'ai dit c'est quoi la métaphore? Et on m'explique c'est quoi la métaphore. Et je me dis qu'est-ce que c'est génial cette métaphore, où tu peux écrire des choses sur tes copines sans qu'elles comprennent. Et voilà. Et donc je me suis mise à écrire des choses et j'allais vers mon père et ma mère et je dis ça c'est une métaphore? On me disait oui c'est une métaphore. Et je continuais, donc métaphore sur métaphore, ça a été la construction de mes premiers poèmes élaborés, très élaborés, que j'ai conservé jusqu'à l'heure actuelle. Vous l'avez dit dans une émission, je crois, de télévision, à la radio, si ma mémoire est bonne. Petite, vous rêviez de devenir une grande poétesse, ou poétesse tout simplement. Vous avez le sentiment d'avoir réalisé ce rêve de petite fille? Moi à l'école, j'étais très jeune, à l'école primaire, je me souviens, oui je l'ai dit chez Monsieur Karim Amiti, que je salue. Karim, voilà, que je salue. Oui, moi toute petite, j'étais très déterminée. À l'école, vous vouliez faire, la question on la pose encore aujourd'hui,
tu voudras faire quoi quand tu seras grande? Ben moi, c'était poétesse, écrivain, poétesse, écrivain. Je n'ai jamais changé d'avis. J'ai essayé de faire autre chose dans ma vie, mais j'ai peut-être pas réussi, voilà. Mais c'était toujours en attendant. Je faisais d'autres choses en attendant que ça arrive, voilà. Mais j'écrivais en même temps. J'écrivais tout le temps. Et votre maman vous a donc encouragé. Mais est-ce que à l'école justement, puisque vous parlez de l'école, est-ce qu'on a vu en vous cette graine de poétesse que vous écriviez des choses très jolies? Oui, alors j'ai eu des professeurs. Je me rappelle d'une professeure de français que j'avais eue. C'était Madame Roubiard, je crois, et qui un jour nous a demandé de faire une rédaction sur la solitude. D'accord. Et tout le monde, alors j'étais peut-être en 5e ou je me souviens pas très bien. Et donc tout le monde a écrit que la solitude, voilà, c'est pas bien, etc. Et moi j'avais fait une rédaction en disant que dans la solitude c'est beau. Et que dans nos sociétés où les gens habitent dans des petites maisons, où les gens dorment ensemble, on rêve de solitude. Parce qu'on rêve d'être seul, on rêve d'avoir sa chambre pour soi. Et elle a trouvé ça tellement étonnant qu'elle m'a emmené faire des lectures chez les élèves de parce qu'on était dans un CEM lycée, hein, dans des classes d'élèves plus grands, et elle m'a présenté à d'autres personnes. Et quand j'ai eu mon BEPC, j'ai fait ma seconde en mathématiques. Et cette professeure disait à maman, mais Amina doit être littéraire, il faut qu'elle fasse un bac littéraire. Et j'ai fait un bac maths, j'ai pas fait un bac littéraire, voilà. Et j'ai eu aussi un excellent prof de français à Mostaganem. C'était Monsieur Bendani, j'ai un souvenir de mes professeurs. Oui, toujours, j'ai fait des rédactions toujours très... parfois tiré par les cheveux parce que j'avais beaucoup d'imagination en fait. Mais qui attirait en tout cas l'attention des professeurs. Alors, la poésie qui a toujours fait partie de votre vie, en 2015 vous sortez un ouvrage, magnifique d'ailleurs, qui s'intitule Tiaret, chevaux et légendes. C'est un livre d'art où l'on retrouve des photos sublimes prises par Nasr Wadahi, il faut le dire. Donc près de 80 poèmes à peu près, ou 90, 60 poèmes que vous avez signés pour ce livre. C'est quelque chose de magnifique. Oui, alors ce livre, c'était la première proposition concrète qui m'a été faite par Assia Baz, mon éditrice. Et elle me dit, Amina, voilà, il y a un très beau livre sur les chevaux. Et toi qui aimes les chevaux, oui, parce que j'en avais beaucoup parlé. Moi, je suis née à Mostaganem et le centre équestre de Mostaganem était magnifique. Ensuite, j'ai vécu à Al-Bayed, donc le cheval a toujours accompagné ma vie. Et mon mari est vétérinaire, donc je suis restée dans le monde de l'animal et du cheval. Donc mes enfants aussi adorent cet animal. Et elle me dit, voilà, il y a un livre de photos, est-ce que tu aimerais... Et j'ai contacté Monsieur Nasr Wadahi, et il est vétérinaire aussi, et il m'a envoyé sa banque de données en photos sur les chevaux. Exceptionnel. Inépidable. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et comme j'avais déjà fait beaucoup c'est expérimental, c'est ce que j'appelle de la poésie expérimentale, si je peux me permettre. Mais j'aime beaucoup la poésie bédouine, le Shi'r al-Malhoun. Oui, je lis beaucoup de poésie bédouine, et je me suis dit, est-ce que je peux utiliser la rythmique, la structure, etc. de la poésie bédouine, mais écrire en français. Est-ce que je peux faire ça? Et j'ai fait cet exercice de style en écrivant des textes que je considère comme très forts, parce que dans plusieurs textes j'ai fait parler la femme. La femme, à un moment donné, je dis que la femme et le cheval sont les dons qui sont considérés, offerts à l'homme par Dieu. L'homme a offert la femme, il a offert le cheval le pur sang à l'homme, etc. Et donc je fais ce parallèle entre la femme et le cheval à plusieurs reprises. Et j'écris ces textes inédits que j'ai écrits pour ce recueil, qui a été préfacé par Madame Meissa Bey, qui aime beaucoup ma poésie, qui me l'a dit à plusieurs reprises, et cela m'a encouragée, parce que quand on n'a jamais publié, on ne sait pas, on est incertain et on a peur.
Alors dans cet ouvrage, Amina Mekahli, on comprend votre attachement à l'art équestre, un art ancestral. Mais par contre, vous refusez, vous n'avez pas utilisé le terme fantasia. Vous dites que c'est un terme plutôt occidentaliste. Pourquoi cela? Alors, moi, pour une simple raison, je dis que c'est un terme plutôt orientaliste. Et d'ailleurs, il a été inventé. Il faut que ça me revienne. Bon, je vais laisser ça de côté. Pourquoi je n'utilise pas le mot fantasia? Je vais vous dire. Parce que tous les livres que je voyais avant sur le cheval sont des livres sur la fantasia et qu'on appelle fantasia. C'est les livres, les beaux livres. Avec Nasser Oudahi, la ligne directrice, c'était le cheval. Ce n'était pas ce qu'on appelle la fantasia. C'était le cheval, l'amour du cheval. C'est des photos, il y a des petits poulains, c'est autre chose. Et ensuite, moi qui connais très bien les milieux du cheval, les milieux des ziarat, des fêtes. Parce que vous êtes né à Mostaganem, il faut le dire aussi. Vous avez vécu un temps à Mostaganem? Oui, j'ai vécu, j'ai quitté Mostaganem je suis né en 67, j'ai quitté Mostaganem en 80. On est parti vivre à Al-Bayed. Ensuite, j'ai revécu à Mostaganem en 84, je crois. Voilà, 84-85. Et puis j'y reviens tous les ans, voilà. C'est ma ville de naissance. Et donc j'ai dit, moi, les gens du milieu, de ce qu'on appelle barod, etc. Oui, tout à fait. Ils disent pas fantasia. Ils disent pas fantasia. Fantasia est un terme qui est né avec la colonisation. Et dans les milieux, ils disent pas. Donc oui, c'est le barod, c'est le wa'da. Quand on vous appelle pour vous inviter, on vous dit wa'da ta Sidi Flan. Voilà, il faut venir, le wa'da, on va faire le barod, etc. C'est-à-dire que dans notre langage algérien courant, on n'utilise pas ce mot-là. Et je ne l'ai pas utilisé parce que je voulais parler justement de ce côté authentique, ce côté du terroir. Et je dis à tout le monde, souvent avec des étrangers, on a l'impression que l'Algérie c'est le désert, et donc c'est le dromadaire, etc. J'avais envie de dire que l'Algérie aussi c'est le pays du cheval et aborder la thématique du cheval d'un autre angle, voilà. D'accord. Alors, l'amoureuse de l'art équestre que vous êtes, est-ce que vous savez monter à cheval? Quand j'étais petite, oui, j'ai fait de l'équitation. J'ai jamais été championne dans les sports, j'ai jamais été championne, mais je faisais, oui, mes cours d'équitation. J'ai toujours aimé le cheval en tant qu'animal. J'ai compris en grandissant que c'était mon signe astrologique chinois. C'est vrai? Oui. Et c'est pour ça, peut-être qu'on comprend ce rapport assez étroit. C'est un petit clin d'œil, voilà. Mais c'est un animal que je trouve très beau, très... Il est noble. Voilà. On dit qu'il est noble en tout cas. Alors, la poésie a toujours fait partie de votre vie, on l'a bien compris. Mais vous ne vous êtes pas limité à cela, bien au contraire, puisque vous avez sorti 2 romans déjà. Le secret de la Girelle et bon, cette année aussi, Nomade brûlant. Est-ce que c'est facile de passer de la poésie à l'écriture livresque ou romanesque comme on dit, ou est-ce que pour vous c'est exactement pareil? Alors, parce qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Première réponse ça va me permettre d'aller dans un sens qui sera plus facile à développer. Je vais vous dire une chose. Le secret de la Girelle est mon premier roman édité. Ce n'est pas mon premier roman écrit. Donc mon premier roman, je l'ai écrit, j'avais 20 ans. Et peut-être que je le publierai un jour ou pas. Voilà, j'avais 20 ans quand j'ai écrit mon premier roman. Alors, ce n'est pas du tout la même approche parce que dans l'écriture poétique, on a une inspiration, on écrit et puis le lendemain, on revient à son poème, on le lit. Moi, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Les autres, je ne sais pas. C'est comme ça un poème. C'est votre démarche à vous? Oui, c'est même pas ma démarche. C'est naturel. C'est comme ça, voilà. Donc un poème, c'est l'expression de l'ineffable et de l'indicible. C'est-à-dire que parfois on a un bonheur ineffable ou indicible, ça va être un poème. Parfois on a un chagrin qui pourrait végéter à l'intérieur de nous pendant des siècles et ça devient un poème. Ça c'est le poème pour moi. C'est une cristallisation d'une émotion. L'écriture du roman,
c'est autre chose, c'est des personnages, c'est une histoire, c'est un thème. Mais je garde, j'espère, mes lecteurs me le diront ou pas, j'espère garder, conserver en tous les cas cette plume poétique dans mon écriture du roman. C'est important pour moi d'avoir de temps en temps d'ailleurs dans Nomades brûlants je mets 2 ou 3 textes, 2 ou 3 poèmes. C'est important pour moi de garder cette écriture. D'ailleurs vous dites à propos du secret de la Girelle que c'est un long poème pour vous. Je pense oui, le secret de la Girelle, parce que d'abord il n'y a pas vraiment des personnages, il y a ce que j'appelle des visiteurs. C'est des visiteurs intemporels, l'espace n'est pas vraiment défini, on est entre mer et ciel dans la Girelle. Le temps n'est pas défini parce que pour que Baya et Goya, les illustres peintres que j'adore, se rencontrent, il a fallu un livre, leur offrir un écrin comme ça, ou leur offrir un espace pour se rencontrer. Donc oui, pour moi c'est un poème parce qu'il y a beaucoup de métaphores, c'est très imagé, c'est à la limite onirique comme écriture. Alors, est-ce qu'on peut dire de votre premier roman édité que c'est un hymne à la femme, son combat permanent? Est-ce qu'on peut considérer le secret de la Girelle comme étant cela? Pas que, on est d'accord, mais déjà cela. Alors, le secret de la Girelle, non seulement est un hymne à la femme, mais est un hymne à la femme analphabète. Oui, parce qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Voilà, parce que je voulais dire que pour avoir rencontré les femmes qui ont le plus compté pour moi dans ma vie, en dehors de ma maman, paix à son âme, et de mes sœurs, etc., les femmes qui m'ont marqué, qui m'ont appris quelque chose. Parce que moi, les gens qui me marquent, c'est des gens qui me font traverser. Parce que la route, la vie, je la prends comme ça. C'est des passerelles. C'est des passerelles, non, mais il faut pas avoir peur de changer de passerelle, de traverser d'une passerelle à l'autre. C'est pas une ligne droite entre 2 points, la vie, non. Et donc ces femmes, je les appelle les passeuses. Ces femmes qui m'ont donné la main, qui m'ont fait traverser d'une passerelle à l'autre. Parce que sinon, à un moment donné, on est devant un mur. Soit on rebrousse chemin, soit on s'assoit. Oui. Et ces femmes-là m'ont dit, non. Viens, on va t'emmener, tu vas voir que tu pourras continuer ton chemin. Et c'est comme ça en image pour moi. Ces femmes-là, elles sont 3 ou 4 qui sont très importantes pour moi. C'était des femmes qui ne sont jamais allées à l'école, mais qui avaient une telle sensibilité pour l'art, pour la vie, pour les couleurs, pour une certaine forme de raffinement, etc. Pour le beau, comme on dit. Voilà, pour le beau. Donc c'est aussi un hymne, non seulement à la femme, mais c'est un hymne à l'art en général, voilà, à l'art. En plus, Baya, c'est un peu un hommage à l'artiste peintre qui nous a quittés. Baya, donc c'est aussi cela. Oui, oui, complètement. C'est un hommage entre guillemets déguisé à cet artiste qui me porte et que je porte. Et quand j'ai fini mon livre, je suis allée relire plein de choses sur la vie de Baya. Et il y avait des détails que je ne connaissais pas sur la vie de Baya, mais qui sont dans le secret de la Girelle. Donc je me dis comme ça, en rigolant, je me dis oui, peut-être que Baya m'a visité. Elle vous a aussi habité pendant l'écriture du roman, peut-être. En lisant votre livre, on s'aperçoit que vous n'êtes pas seulement amatrice de poésie ou d'écriture, mais vous êtes amatrice d'art avec un grand A de manière générale. Vous aimez l'art, Amina Mekahli? Ah oui, complètement. Alors pour l'art, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a toujours, c'est-à-dire que je me suis à la mort de mes parents, je me suis retrouvée avec des objets, avec des choses. Pour certains, à l'âge de 15 ans, on ne connaît pas vraiment, on n'estime pas vraiment la valeur des choses qu'on a. Et en grandissant, je me suis rendu compte combien mon papa a aimé certains peintres, certains sculpteurs, et j'ai toujours été entourée non seulement d'artistes, mais de pièces d'art. Je suis très sensible à cela, et je déplore, j'envie, je l'avoue, j'envie les personnes qui peuvent faire des choses avec leurs mains, sculpter ou peindre, parce qu'à un moment donné, l'écriture et la parole a des limites. Et je me dis, qu'est-ce que ce serait bien si j'avais ce talent de peindre
et d'arrêter de dire les choses et de mettre ça dans une peinture. C'est un peu ça aussi le secret de la Girelle. C'est cet indicible et cet ineffable qui vit en nous, même si moi je trouve que j'ai une chance de pouvoir écrire, de pouvoir m'exprimer, mais à un moment donné, il y a plus de... Ça y est, la limite est atteinte. La limite du verbe est atteinte. Et parfois, quand les émotions sont très fortes, je vous assure, Amel, qu'elles sont très vite atteintes. Et je me dis, qu'est-ce que ce serait bien si je pouvais peindre une toile maintenant. Vous n'avez jamais été tentée d'en faire un peu? Non, alors que je suis très manuelle. Par exemple, je fais du crochet, je fais de la couture, etc. Mais non, c'est pas venu. Peut-être que ça viendra. J'aimerais beaucoup, mais pour le moment, ce n'est pas venu. Voilà. Alors vous êtes maman de 2 grands garçons, on le disait tout à l'heure. Hein. Est-ce que eux aussi, ils baignent justement dans cette ambiance de littérature? Est-ce qu'ils s'intéressent d'abord à ce que fait leur maman ou à la littérature de manière générale? Alors complètement, parce qu'on est très fusionnels. Et ils sont eux-mêmes artistes à leur manière. Ils sont mon aîné qui est percussionniste, qui fait de la percussion et qui est un excellent percussionniste, et mon deuxième qui joue de la guitare et qui est un excellent musicien. Ils lisent énormément tous les deux. On me dit oui, c'est rare pour des garçons. Je dis oui, pourquoi est-ce que les garçons ne lisent pas, etc. Enfin, pour des garçons de leur âge, ils lisent tous les deux, ils lisent énormément. Et ils se sont toujours intéressés à ce que j'écris, à ce que je fais. Et quand j'ai une petite parenthèse, quand j'ai sorti mon premier livre, alors mes enfants et mes amis proches m'ont dit ouf, enfin elle publie, elle va arrêter de nous sortir son agenda et de dire écoutez-moi, je dois vous lire un texte. Voilà. Ils en pensent quoi de vos écrits? Est-ce qu'ils sont critiques envers vous? Oui, pour le secret de la Girelle, pour beaucoup de choses, ils ont été là tous les deux à leur manière, parce que l'aîné il est très pragmatique, il a un doctorat en économie, donc il est plus pragmatique, et le petit il est artiste un petit peu comme moi et un peu dans la fantaisie, dans l'imagination. Et oui, j'ai eu besoin de leur aide pour beaucoup de choses. Je leur demande des choses, ils me répondent. Ça m'aide énormément, oui. Amina Mekari, vous êtes très très présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Vous êtes toujours dans le partage, vous partagez beaucoup de choses. C'est une notion qui revient beaucoup chez vous. Le partage, c'est très important. Alors vous me le dites, c'est l'image que je vous donne et c'est très bien, mais moi, quand je le fais, je le fais tellement spontanément que je ne suis même pas dans cette identification de l'action. Je me dis pas, oh, il faut partager, oh, c'est bien de partager. Vous le faites naturellement. Non, oui, complètement. Et puis j'aime bien comment vous appelez les amis Facebook, comme on dit, hein. Mes amours, c'est un sentiment magnifique, l'amour. Oui, parce que... l'amour est un sentiment. Je dis, quand j'ai écrit La Girelle, je dis, j'ai fait un livre sur la tendresse qui manque à ce monde. Cette histoire d'amour, mais qui est un amour différent entre Baya et Goya. Cette histoire d'amour autour de l'art, cette histoire d'amour inconditionnel. Oui, l'amour est un sentiment, et c'est vrai que nous sommes dans une société où c'est dommage, mais les gens ne se disent pas suffisamment qu'ils s'aiment, parce que ça prête toujours à confusion. Les gens sont frileux à exprimer leurs sentiments, leurs émotions, et moi je dis non, il faut dire aux gens qu'on les aime. Il faut pas toujours penser d'abord il faut pas penser dichotomie homme-femme. Est-ce qu'on peut pas dire à un ami qu'on l'aime? Oui, on peut lui dire qu'on l'aime si on l'aime. Est-ce qu'on peut pas dire à ses enfants qu'on les aime? Oui, il faut leur dire à nos copines, à son éditrice. Moi hier, j'étais avec mon éditrice en voiture et elle a presque freiné. J'ai dit, tu sais quoi, Assia, je t'aime beaucoup. Mais à ce moment-là, j'avais envie de lui dire ça et je l'ai dit. Ouais. Et il faut, oui, l'amour c'est quelque chose de vital et c'est quelque chose d'essentiel aussi. Il faut non seulement qu'on s'aime, mais il faut peut-être commencer aussi à aimer ce pays. Parce qu'on l'aime pas assez. Il faut aimer notre pays, il faut l'aimer. On a un beau pays, il faut beaucoup l'aimer. Donc merci pour ces très 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 jolis mots, Amina Mekari. Alors, on va avoir peut-être encore plus d'émotions, parce que là je vais vous parler de gens qui vous aiment et qui trouvent que, à la question quel est son pire défaut à Amina Mekari, on n'a pas su trouver un défaut. Peut-être le défaut qu'on a pu vous trouver, c'est que vous avez beaucoup de qualités. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Ça, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup qui me l'a dit. C'est pas vrai, ils sont gentils parce que j'ai beaucoup de défauts. Non, vous êtes une femme qui a un grand cœur, ça c'est clair.
Ah ben, je peux pas dire oui, je suis une femme avec un grand cœur, je ne sais pas. Voilà. Vous l'êtes, mais en tout cas, ce qu'on dit de vous, c'est que vous n'êtes pas avare ni de votre temps, ni de vos conseils. Et ça, par contre, c'est très précieux pour la nouvelle génération d'écrivains qui arrivent et qui ont besoin de soutien. Oui, moi j'ai eu, je trouve que c'est une chance, c'est cette histoire de passerelle et de passeur et de donner la main. Hein. On va y revenir. J'ai eu beaucoup de chance de découvrir beaucoup d'auteurs, de les avoir accompagnés. Là, cette rentrée littéraire, il y a 2 ou 3, une petite jeune fille de 24 ans, je vais pas la nommer parce que je veux pas obliger les gens, mais j'ai beaucoup aimé son texte et j'ai accompagné, j'ai dit, une autre qui a 30 ans aussi qui est magnifique, un autre, là j'ai un jeune que je salue, Yacine, qui est un excellent poète. Il a 22 ans, 23 ans, Yacine. Et là, je suis en train de lui dire, Yacine, il faut publier. Et donc, accompagner des gens pour la littérature, pour l'amour de la littérature et pour l'amour de la littérature algérienne. Parce que j'ai envie qu'on aime aussi cette littérature algérienne, qu'on s'intéresse à la littérature et dire ok moi je le dis à mes aînés, aux gens à mes contemporains, aux gens de mon âge, il faut peut-être ces gens-là leur tendre la main, leur dire oui, vous pouvez, leur dire moi ça ne me coûte rien. Je suis tellement content de voir un produit naître, de voir ce bonheur. Vous l'avez fait, ça c'est ça. Oui, ça s'est concrétisé pour plusieurs fois. Mais c'est tout à fait normal, il faut le faire, sinon non. C'est le contraire qui serait anormal à mon sens. Oui, entièrement d'accord avec vous. Alors, Amina Mekahli, quand elle n'écrit pas de poèmes ni de romans, quand elle n'écrit pas, quand elle ne lit pas, elle fait quoi? Elle écoute de la musique? Elle cuisine? Alors quand je vais vous étonner parce que mes amis très proches dans la vie et même mes enfants, vous pourrez un jour vous leur poser la question, me disent mais en fait tu as fait un livre, à quel moment tu écris? Ils vous ont jamais vu faire. Parce je ne suis pas l'écrivain avec le bureau posé, excusez-moi, je suis en train d'écrire mon livre. Hein. Sauf là, par exemple pour Nomade ou la Girelle, quand il faut corriger, etc. Oui, je dis oui, j'ai besoin de mon temps. Non, j'ai une vie très pleine, j'ai une vie tournée vers les autres. Tournée vers mon entourage, tournée vers mes enfants du Sud, avec mon collectif, une chaussure pour chaque pied enfant du Sud, tournée complètement vers les autres, vers mes enfants, vers leurs amis. Et oui, je cuisine, je cuisine beaucoup, je m'occupe de mes enfants, je lave, je fais tout ce qu'une femme ou une maman ou un homme aussi fait, je le fais avec grand plaisir et grand bonheur. Et puis je m'accorde des petits espaces comme ça, en général la nuit parce que je dors très très peu pour écrire. Parfois j'ai une illumination, je peux aller avec mes mains plein de savon ou de tomates ou je prends un truc. Maintenant la technologie nous aide beaucoup parce qu'on peut écrire ou s'enregistrer vocalement ou voilà, et je laisse en attente, après je reprends et il y a pas de secousse entre mes deux vies. C'est l'une complète l'autre et il n'y a pas de secousse entre ma vie, je dis pas ma vie de femme, j'aime pas ça, ma vie d'être humain et ma vie d'écrivain, il n'y a pas de... c'est sans secousse. Alors, votre roman Le Secret de la Girelle pourrait ou devrait, on va dire, être adapté au cinéma. C'est d'ailleurs le ministre, je crois, qui l'a annoncé. Ça vous fait quelque chose, j'imagine. Ce serait formidable de voir. Vous avez dit d'ailleurs, Beya va devenir une héroïne sur grand écran. J'avais eu la chance de faire un événement à la librairie Point Virgule. J'étais invitée par Madame Dalila Nedjam. Oui. Et Monsieur le ministre de la Culture était passé. C'était pour le 8 mars 2016. Et donc il avait déjà vu mon livre, il l'a revu et il m'a dit pourquoi ne pas en faire un film. Et donc je dis oui, pourquoi pas. Et il m'a dit proposez-moi un scénario, mais pour trouver parce que l'écriture, l'adaptation, c'est pas très très simple parce que d'abord le film ne sera pas en français, alors que mon écriture elle est poétique, elle est en français. Donc il a fallu trouver quelqu'un qui traduise mes émotions, pas en arabe classique d'abord,
mais en arabe, arabe dialectal, classique, français, etc. Donc trouver cette personne que j'ai trouvée, et je suis très 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 contente d'avoir trouvé cette personne qui me comprend, alors qu'on n'a ni le même âge, rien, et ça se passe très très bien, donc ça a beaucoup avancé, pour ensuite passer à l'adaptation de ce texte qui est Le secret de la Girelle. Donc c'est en train de se faire. En niveau d'écriture, oui. Au niveau d'écriture, oui. Ah bah c'est magnifique, c'est merveilleux. En tout cas, on espère très très vite, pourquoi pas, voir le produit fini. En tout cas, ça serait un grand plaisir. Oui, oui, ça serait un plaisir pour nous aussi. Alors, Amina Mekahli, vous vous êtes déjà posé la question. Ce soir, ce serait avec ou sans chapeau? Qu'est-ce qui représente ce couvre-chef? Alors avec ou sans chapeau, oui, c'est souvent, peut-être souvent sans chapeau, de moins en moins ces temps-ci. Alors, qu'est-ce qui représente le chapeau? C'est une très bonne question parce qu'on ne l'a jamais posé de cette manière. Je suis très contente parce que j'ai une réponse pour cela. C'est magnifique. Oui, alors je vais vous dire, quand vous me regardez comme ça, j'ai mon chapeau, je peux rentrer mes cheveux. En général, on voit rarement mes cheveux. Quand je suis passée chez Monsieur Karim Amiti, il me dit enlevez le chapeau, vous avez de beaux cheveux. Je dis non, mais c'est pas pour que ça n'a rien à voir avec. C'est pas pour camoufler quelque chose. Pour camoufler quelque chose. Donc je suis habillée, je suis très pudique. Hein, je suis toujours très couverte en fait. Et je me dis, est-ce que je ne pourrais pas être comme je suis, une femme voilée? D'accord. Je pourrais l'être. C'est pour dire, souvent je dis ça, je le dis aux femmes voilées, elles rigolent et le contact passe très bien. Je dis, regardez, je suis comme vous. Toutes les parties que vous cachez, chez moi, elles sont cachées aussi. On ne voit pas mes cheveux, on ne voit pas mes bras, j'ai souvent des écharpes. Oui. Mais quand vous me voyez, je représente pour vous quelque chose que vous ne connaissez pas et ça vous semble étonnant. Vous venez, c'est peut-être qu'un voile. Qu'est-ce que vous en savez? C'est-à-dire, c'est leur dire, si c'est pour cacher ses cheveux, oui, on peut cacher ses cheveux. Mais qu'est-ce qu'on représente? C'est ça la question que je pose à ces femmes, que j'aime beaucoup, hein, parce que certaines sont ou toutes dans leur manière. Si elles sont obligées, elles sont magnifiques, parce que c'est dur pour elles. Si elles sont convaincues, parfois, elles sont magnifiques aussi, je les respecte. Si elles le font parce que souvent c'est économique, parce qu'elles n'ont pas les moyens et que c'est plus facile. Hein. Il faut le dire, on ne le dit pas suffisamment, que le voile est économique. Il faut le dire, parce qu'une femme, une femme est coquette, une femme a besoin de... Et souvent, je rencontre des petites jeunes filles qui me disent, nous on va à l'université, on n'a pas les moyens de s'acheter des tenues. Et donc, elles ont une belle djellaba qui est très belle et un petit foulard, parce qu'elles... Souvent, c'est économique. Donc, chacune, à sa manière, est forte. Chaque femme voilée est forte. Et donc quand je leur dis ça, ça les rassure. Elles me disent oui, finalement oui. Donc voilà, après bon, le premier s'il là, deuxième s'il là, le chapeau est là. Et ça me permet, souvent on me rencontre dans des endroits et je crois qu'on me reconnaît plus vite avec un chapeau. Et bon, est-ce que c'est un jeu? Non, c'est pas un jeu, c'est moi. Et voilà. C'est Amina Mekahli tout simplement. Vous comprenez pourquoi je mets des lunettes solaires aussi? Oui, parce que souvent je pleure beaucoup. Oui. Et comme nous les femmes on se maquille, donc moi je m'achète du mascara waterproof parce que je pleure beaucoup, hein, je pleure. Mais parfois je me gratte les yeux et j'ai du mascara qui coule, etc. Donc avec mes lunettes solaires c'est parfait, je pleure très bien. On peut pleurer bien, voilà. Avant de vous laisser repartir, je sais que généralement les écrivains, les gens qui sont amoureux des mots, des verbes, n'ont pas seulement le projet d'une écriture. Vous devez avoir plein de projets d'écriture. Vous avez dû certainement commencer notre roman. Donc voilà, c'est pour parler des projets d'Amina Mekahli. Alors des projets, moi, j'en ai. Je les appelle pas des projets en fait, parce que je me dis pas. C'est pas de la désorganisation, c'est ma façon de travailler. Je suis beaucoup dans le feeling et dans les signes, etc. Je suis très très sensible à beaucoup d'éléments dans la nature, on va dire. Et projet d'écriture, oui, j'ai un roman en chantier depuis une dizaine d'années, un roman très 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 important pour moi. Et j'espère peut-être que ce sera le prochain ou pas, hein, parce que la Girelle n'était pas du tout prévu avant Nomade, parce que Nomade, je l'ai assez appris connaissance de Nomade
Assia Baz, hein, je dis Assia comme ça, mais pour que les gens savent que c'est Madame Assia Baz, la directrice des éditions ANEP. Nomade brûlant, elle en a pris connaissance en 2014, hein, de textes très forts que j'avais publiés sur les réseaux, etc. Et on a fait la Girelle avant Nomade brûlant. Donc oui, j'ai un roman en chantier depuis une dizaine d'années, parce que c'est un roman aussi où il y a eu beaucoup de recherches. On me dit pourquoi toujours des romans historiques. Je dis je ne fais pas exprès en fait. Mes personnages, ils ont un passé, il faut parler de leur passé. Et ce n'est pas de ma faute si le passé de mes personnages, il est entaché de guerre, de choses douloureuses, et voilà. Donc moi je me suis pas réveillée un matin en disant ok, je vais parler de la guerre d'Algérie, ou je vais parler du passé artistique de l'Algérie. Non, il se trouve que mes personnages comme moi ont un passé. Moi aussi j'ai un passé douloureux avec la guerre d'Algérie. Mon père était combattant, et on parle de nos souvenirs qui sont douloureux, c'est comme ça, voilà. Et d'autres chantiers, j'ai peut-être envie de faire, mon éditrice en tout cas le souhaite, et je publie une série de petites histoires très très courtes sur mes pages et sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Histoire à écrire debout, et c'est des petits fragments de la vie quotidienne en Algérie. Ah oui, j'ai lu ça. Voilà, c'est des petits instantanés tragicomiques, hein, qui sont jamais, parfois drôles, ouais. Voilà, jamais blessants, parfois tristes, etc. sur des personnages ou des personnes que je croise dans la rue au cours de mes déambulations au sud, au nord, etc. Et puis j'écris comme ça, c'est 3-4 lignes, des situations qui font rire tout le monde, qui plaisent à tout le monde, parce que qui décrivent très 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 bien notre société algérienne, qui est magnifique dans les rencontres. Moi, tous les jours, je sors. En Algérie, je dis, il faut juste sortir. Tous les jours, je rencontre une personne extraordinaire. Tous les jours. Et ces gens-là, en fait, je les immortalise avec des petits portraits qui s'appellent Histoire à écrire debout. Et mon éditrice souhaite vraiment faire un recueil de ces petites histoires à écrire debout. Ce sera peut-être fait cette année, je ne sais pas. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir, Amina Mekahlim. Merci plaisir, merci Amel, merci d'avoir été patiente, parce que Amel, je vous le dis, Amel m'appelle depuis mon arrivée sur Alger, et effectivement j'ai été... C'est pas la grosse tête, hein. Pas du tout. Pas du tout, mais voilà, je suis un peu comme ça, je suis aérienne, hein. Et je suis Verseau. Les Verseaux sont aériens. D'accord. Mille merci en tout cas à vous. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Merci à Amine Fedala, producteur et réalisateur de Dans ma bulle. Rendez-vous très très vite sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Excellente journée à l'écoute de nos programmes. Au revoir et à bientôt.